cette initiative, dont je vous parlais plus exactement tout à l'heure, je vais d'abord essayer de dire en quelques mots qu'est-ce que c'est le RBI. C'est une idée. L'idée, c'est d'allouer chaque mois à chaque habitant d'un pays donné une somme qui lui permette de vivre, de manger, d'habiter quelque part, de se faire soigner, d'avoir une vie décente. Un revenu donc mensuel attribué à chaque habitant sans condition. Et ça, c'est vraiment le point le plus important, il n'y a pas de condition. Le système qui serait instauré par le revenu de base inconditionnel conduirait à une modification profonde de tout le système actuel de l'aide sociale, y compris l'AVS, l'assurance chômage, l'aide au paiement des primes de l'assurance maladie. L'ensemble de l'aide sociale serait complètement remanié parce que chaque habitant recevrait un socle en argent lui permettant de vivre dignement. C'est sans condition, ça veut dire que les pauvres, les chômeurs, les gens qui n'ont aucun revenu le recevraient, et que les riches, les gens qui ont beaucoup de fortune, qui ont hérité, ou bien qui gagnent, je ne sais pas moi, 40 000 francs par mois ou 300 000 francs par année, le recevraient aussi. Ce n'est pas juste à première vue, mais c'est très important que ce revenu de base soit inconditionnel parce qu'il permet d'abolir toute bureaucratie. On ne vérifie pas si les gens méritent ou pas le revenu de base, ils le méritent du simple fait qu'ils existent. Les buts du RBI sont multiples. L'une des principales motivations, c'est d'éradiquer la pauvreté qui existe aussi en Suisse. Et vous savez qu'il y a un certain nombre de gens qui n'osent pas, pour toutes sortes de raisons qui leur sont propres, demander que les aides auxquelles ils ont droit leur soient attribuées. Et c'est particulièrement évident dans le domaine de l'assurance invalidité. C'est aussi d'augmenter la liberté des personnes, parce que si vous avez le minimum vital, vous êtes libre de faire ce que vous voulez de vos journées et vous n'êtes pas obligé de travailler pour survivre. Et aucune autorité ne va vous forcer à travailler et surtout à prendre un emploi qui ne vous plaît pas ou qui ne vous convient pas ou qui vous fait du mal pour survivre. C'est aussi, d'une certaine manière, puisque c'est attribué à tout le monde sans condition, une manière de reconnaître la valeur du travail non rémunéré. Vous savez sûrement que sur la totalité du travail, plus ou moins utile, qui est effectué par les gens en Suisse et dans la plupart des pays du monde occidental, une partie mérite salaire et une autre partie ne mérite pas salaire. Et la plus grande partie, c'est celle qui n'est pas payée. C'est le travail des mères qui éduquent leurs enfants. C'est le travail de tous les bénévoles qui se dévouent dans une association, qui récoltent des signatures pour faire aboutir une initiative populaire. Ils ne sont pas payés pour ça. Mais c'est quand même du boulot. Et cette allocation de base donne aux gens qui veulent faire un travail non rémunéré la liberté de le faire. C'est-à-dire, ça leur donne le temps de se consacrer à ce qu'ils ont envie de faire plutôt que d'être obligés de travailler pour survivre. Enfin, alléger la bureaucratie, ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le système actuel, pour mériter une aide, implique beaucoup de contrôle, beaucoup de surveillance, beaucoup de chasse à la traque, occasionne d'ailleurs pas mal de tricheries, parce qu'il y a des gens qui ne méritent pas ce à quoi ils prétendent, et il faut surveiller qu'ils remplissent bien les conditions. Ma sœur, qui est assistante sociale, m'a dit que dans les dernières années de sa carrière, elle passait plus de temps à contrôler le droit des gens dont elle devait s'occuper à toucher des subventions ou des aides qu'à les aider effectivement dans leurs efforts de réinsertion, de rééquilibrage, de remise sur pied de leur vie personnelle. Toute cette bureaucratie, évidemment, si le RBI était généralisé, disparaîtrait. Ce n'est pas une idée nouvelle. Là, j'ai mis quelques-uns des personnages les plus illustres de l'histoire intellectuelle de notre monde. Ça commence au XVIe siècle avec Thomas More, l'auteur de l'Utopie, qui disait que chacun devait recevoir, d'une manière ou d'une autre, il ne précise pas quelle manière, de quoi vivre, de quoi manger, de quoi se nourrir, de quoi nourrir sa famille, pour éviter qu'il soit obligé de voler pour survivre. C'était une manière pour lui de dire, dans l'utopie, il n'y aura pas de voleurs parce que personne n'aura besoin de voler. Au siècle suivant, John Locke, un humaniste libéral, disait à peu près la même chose. Il disait, c'est un libéral, il disait l'appropriation d'un bien commun est légitime, donc on peut être propriétaire d'un terrain ou d'une usine, tant qu'il en reste en suffisance pour les autres. Ce qui veut dire que si quelqu'un devient riche, il ne doit pas le devenir à tel point que d'autres manquent du nécessaire. L'idée du revenu de base inconditionnel est déjà là.
Thomas Paine, qui est le premier théorisé le concept de revenu de base. Thomas Paine, c'est un intellectuel très intéressant qui a participé à la création des États-Unis d'Amérique, à la Révolution française, qui est un Anglais d'origine, et qui lui a dit il faut un revenu, quels que soient les mérites des uns et des autres. Si on veut avoir des citoyens, il faut qu'ils aient un revenu suffisant pour survivre. L'idée du revenu de base, elle devient beaucoup plus précise à partir de Thomas Paine. Ici, j'ai mis Karl Marx, qui n'était, à ma connaissance, pas un libéral, en tout cas pas à la fin de sa carrière. Karl Marx, dans un écrit qui précédait de 10 ans à la publication du Capital, avait imaginé une société où les robots, enfin les machines, faisaient le travail des hommes, où les hommes n'avaient plus de salaire, c'était la disparition du salariat, les machines produisaient de la richesse, et cette richesse était répartie entre tous les habitants au gré de leurs besoins, à chacun selon ses besoins. Marx a eu d'autres utopies, mais celle-ci, je trouve qu'elle est pas mal. Au siècle suivant, le siècle dernier, Milton Friedman, que vous connaissez certainement, un grand idéologue du libéralisme, dont un certain nombre d'idées sont probablement à l'origine, en tout cas dans le mouvement intellectuel, de ce qu'on appelle aujourd'hui le néolibéralisme. Il a été conseiller de Richard Nixon, mais Milton Friedman comprenait aussi que dans un système d'économie libérale, il fallait trouver un moyen pour éviter l'extrême pauvreté, qui posait toutes sortes de problèmes. Et tout à fait d'accord avec Thomas More, il disait il faut que chacun ait un revenu suffisant pour vivre décemment. Et lui, son idée, c'était l'impôt négatif. C'est-à-dire que les gens qui avaient très peu d'argent, ou pas du tout, au lieu de devoir payer en fonction de ce qu'ils avaient, recevaient en fonction de ce qu'ils n'avaient pas, de manière à pouvoir vivre correctement et ne pas être obligés de voler, ne pas être obligés de verser dans la délinquance pour pouvoir continuer à survivre. Martin Luther King, je le mets ici parce qu'il faut bien mettre une petite note religieuse dans cette revue. Martin Luther King pensait aussi, en pensant évidemment beaucoup à la population noire dont il avait la charge, qu'il était nécessaire que chacun reçoive le minimum pour survivre, qu'il ait mérité ça pour son travail ou pas. Il pensait évidemment aux très nombreux chômeurs qui, aux États-Unis, de son temps et aujourd'hui encore, sentir mal et versent dans toutes sortes de déviances du fait qu'ils n'ont pas les moyens de survivre. Maurice Allais, siècle dernier aussi, son nom est moins connu que les autres. C'est un économiste atypique, le deuxième prix Nobel d'économie qui est connu la France. Maurice Allais était un libéral socialiste. C'est peut-être pour ça qu'il n'a jamais été compris en France, parce qu'en France, il faut être de gauche ou de droite pour exister, et lui, il était de gauche et de droite en même temps. André Gortz, récemment disparu, qui signait des éditoriaux et des articles dans le Nouvel Observateur sous le nom de Michel Bosquet, qui était marxiste, gauchiste, socialiste, écologiste, qui a connu une évolution assez proche de son temps dans sa carrière. À la fin de sa réflexion, était favorable aussi à l'idée d'un revenu de base appelé à remplacer le système assez compliqué et assez injuste des allocations de l'aide sociale en France. Et enfin, quelqu'un que vous connaissez moins bien, qui s'appelle Philippe Van Parijs. C'est un Belge, un économiste. Et lui, il est vraiment le théoricien auquel se réfèrent actuellement en Europe et dans le monde les gens qui défendent l'idée du revenu de base inconditionnel. Alors, on en parle depuis des siècles, mais on en parle surtout beaucoup maintenant, et un peu partout, parce qu'un certain nombre d'événements critiques nous donnent à penser que le système actuel s'essouffle et qu'on n'arrive plus à le réparer, qu'on n'arrive plus à le replâtrer, qu'il s'agisse d'écologie ou qu'il s'agisse d'économie. On fait des replâtrages, je pense à la Grèce, à ce qui se passe au niveau de l'euro, à ce qui se passe au niveau de la finance internationale. On sent bien que le système actuel va dans une impasse et on ne cesse de faire du replâtrage, mais c'est un petit peu difficile de croire qu'on puisse retrouver un système sain en changeant pas profondément un certain nombre de paradigmes. Le travail est en crise, ça c'est les progrès de la robotique, il y a un certain nombre de choses, il y a un certain nombre de métiers qui disparaissent et qui vont disparaître de plus en plus au gré des progrès de la robotique. Alors je vous ai mis ici dans l'image une machine, c'est une chaîne robotique à San Francisco,
qui a permis de licencier tous les cuisiniers et tout le personnel de service d'un restaurant, parce que la machine coupe les tomates, cuit les hamburgers, vérifie leur qualité bactériologique, coupe les oignons, coupe le pain, assemble tout, et ensuite, une fois que le tout est assemblé, ça part sur une petite chaîne ici, ça ressemble un peu à une chaîne de montage, et puis ça va directement dans l'assiette du consommateur. Donc, évidemment, une fois que cette machine sera produite à un nombre d'exemplaires suffisant pour coûter moins cher, ça risque de supprimer pas mal d'emplois dans l'hôtellerie-restauration. C'est un exemple, vous connaissez tous ce qui s'est passé dans l'industrie automobile, vous savez tous ce qui se passe au niveau des postes de secrétariat maintenant, où un certain nombre de fonctions qui étaient dévolues aux secrétaires, auxquelles naguère on dictait des lettres qu'elle tapait à la machine, tout ça maintenant c'est fini avec les ordinateurs. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus du tout de nouveaux métiers, mais la tendance c'est quand même que plus les progrès de la robotique s'affirment, et moins il y aura d'emplois rémunérés. Et les robots c'est très pratique parce qu'ils ne font pas la grève, ils peuvent travailler 24 heures sur 24, ils n'ont pas besoin qu'on leur garantisse des conditions sanitaires, ils peuvent même travailler dans des locaux fermés, il n'y a pas besoin de fenêtres, ils sont très obéissants. Et quand on leur demande d'arrêter de travailler parce qu'on a assez produit, ils ne rouspètent pas. Ils ne vont pas se plaindre auprès de leurs femmes. C'est très pratique et il n'y a aucune raison de penser que les progrès de la robotique ne continuent pas parce qu'ils sont dans la logique économique et ils correspondent à une logique fonctionnelle que personne ne peut nier. Les emplois, d'ailleurs, deviennent aujourd'hui de plus en plus précaires, pas seulement à cause de la robotique, mais aussi à cause de l'organisation du travail, l'organisation des flux tendus, qui font qu'on a de plus en plus de gens sur appel, et ça crée une certaine insécurité. L'écart entre les riches et les pauvres se creuse, ça c'est un phénomène universel, qui est lié en particulier aux mœurs. Ça nous vient d'Amérique, plus on est riche, plus on est considéré. Mais c'est lié aussi au déplacement du pouvoir économique dans le secteur de la finance, où on ne travaille qu'avec des chiffres et pas avec de la production. L'écart entre les riches et les pauvres se creuse et ça crée un malaise général dans la société. Quant au système de protection sociale que nous connaissons, hein, je ne vais pas énumérer toutes les assurances sociales, il est devenu lourd, il est devenu partiellement dysfonctionnel, et si on pouvait s'en passer, ça serait bien. Et enfin, les limites de la croissance, se font sentir. Vous savez que tout notre système, y compris celui des assurances sociales, est fondé sur l'idée qu'on va pouvoir résorber les problèmes du chômage, les problèmes sociaux, les problèmes écologiques grâce à la croissance économique, parce qu'il nous donnera les moyens supplémentaires chaque année de réparer les dégâts qui sont causés par ailleurs par nos activités. Eh bien, les limites se font sentir. D'abord, la croissance n'a plus tellement lieu. Ensuite, quand elle a lieu, ces résultats sont très mal répartis, parce que la plupart des profits vont dans la sphère financière. Ensuite, les limites de la croissance se font surtout sentir par rapport aux ressources de la planète. Il va bientôt y avoir un sommet sur le climat à Paris, et on sent bien que quelque chose nous dit qu'on ne peut pas continuer à chaque année consommer plus de ressources non renouvelables de la planète, et ça, c'est aussi un des facteurs importants de la crise actuelle et de la crainte de l'avenir. Un économiste, dont j'ai oublié le nom, un américain, disait « Les gens qui croient que la croissance peut continuer indéfiniment dans un monde fini sont soit des fous, soit des économistes. » Le RBI, c'est pas quelque chose de totalement abstrait. Il y a eu des expériences aux États-Unis et au Canada dans les années 70. Il y a très récemment des projets pilotes qui ont été menés en Inde et en Namibie. La plupart de ces expériences ont été menées à petite échelle, mais elles sont en général positives. On a attribué une somme à une population donnée, individuelle à chaque membre de cette population, et puis sur l'expérience, on s'aperçoit que les effets sont en général positifs. Il y a moins d'absentéisme, il y a moins de maladies au travail, et on s'aperçoit que la plupart des gens, même s'ils auraient la liberté de ne plus rien faire du tout, continuent à travailler dans la mesure où ils aiment leur travail, ou commencent une activité parce qu'ils ont envie de commencer une activité, et que du moment qu'ils en ont les moyens matériels, ils s'y lancent. En Namibie, j'ai juste fait un petit encadré là-dessus, en Namibie, l'expérience a duré 2 ans. Elle a été circonscrite aux 930 villageois d'un village qui ont reçu un revenu de base mensuel équivalent à 9 € par mois. Pour nous, c'est rien, 9 €. Pour eux, c'était beaucoup.
Et c'est très intéressant les résultats de l'expérience, parce qu'on a constaté que juste avec ces 9 euros, disons que ça correspondrait à un pouvoir d'achat qui serait autour de 1 000 francs chez nous par rapport au coût de la vie là-bas et aux besoins sur place. Les résultats, c'est une amélioration de la santé. Les gens qui devaient payer 4 francs pour aller se faire soigner y allaient, alors qu'avant, ils n'y allaient pas, ils n'avaient pas les moyens. Une meilleure fréquentation de l'école. Des gens ayant une vie un petit peu plus stable dans leur famille étaient plus libres d'envoyer leurs enfants à l'école. Une augmentation de l'activité économique, parce qu'il y a des gens qui se sont mis, avec leurs 9 euros, à acheter une poule pour en avoir 2, pour faire des œufs et pour commencer un petit commerce, ou bien pour monter un petit atelier. Une diminution du chômage, bien évidemment, quoique ça ait été relativement peu comptabilisé. Et, me dit-on, ce n'est pas dans le transparent, une disparition de la prostitution. Voilà, ces expériences en cours sont toutes limitées dans le temps. Elles donnent toutes des résultats à peu près semblables. Elles ont toutes eu une fin, à part l'expérience qui a lieu actuellement en Alaska, qui continue. Parce qu'en Alaska, il y a une ressource permanente, il n'y a pas besoin de financer. C'est les revenus du pétrole. Il y a une partie des revenus du pétrole exploités en Alaska qui sont donnés à l'allocation pour le revenu de base. Alors bon, en Suisse, on a récolté les signatures, 101 000, donc c'est possible. Et cette initiative, j'espère que vous trouverez qu'elle a un texte clair. On n'a pas essayé d'embrouiller qui que ce soit. Elle propose qu'on mette dans la Constitution un article 110A qui dirait « La Confédération veille à l'instauration d'un revenu de base inconditionnel. Le revenu de base doit permettre à l'ensemble de la population de mener une existence digne et de participer à la vie publique. » Et ensuite, la loi règle notamment le financement et le montant du revenu de base. Si on était entré dans davantage de détails, on aurait dû écrire une loi. Et évidemment, on se serait focalisé sur toutes sortes de détails qui auraient permis probablement aux gens qui sont partisans du vote blanc de dire « oui, mais ce n'est pas clair, on ne voit pas toutes les conséquences, il faut poser des questions claires ». Cette question-là pose sur un principe, le revenu de base est une tâche de la Confédération, il doit être réalisé. Ensuite, on verra comment. Du point de vue suisse, et là je prends le territoire que je connais, c'est 2 fois un plus pour la Suisse, le revenu de base. C'est un plus d'abord pour la justice sociale, parce que ça garantit une sécurité matérielle minimale à chaque habitant. Ça supprime la classe de ce qu'on appelle aujourd'hui les working poor, c'est-à-dire les travailleurs pauvres. Les travailleurs pauvres sont des gens qui sont normalement intégrés dans la société, qui ont un job à plein temps et qui n'arrivent pas, avec leur salaire à plein temps, à faire vivre convenablement leur famille. Alors, les statisticiens ont toutes sortes de méthodes pour repérer les gens qui peuvent être classés dans cette catégorie, mais en gros, il faut qu'il y ait un emploi à plein temps, donc un emploi à 100% dans une famille. Il peut être partagé 50-50 entre le père et la mère, il peut être partagé 80-20, etc. Mais il faudrait que, normalement, en Suisse, un emploi à plein temps permette de faire vivre une famille. Étant admis que, pour les enfants, il y a les allocations familiales, un certain nombre d'autres aides. Eh bien, il y a 10%, en gros, c'est peut-être 8, c'est peut-être 12, c'est peut-être 15, il y a à peu près 10% de travailleurs en Suisse qui ont un emploi, un job régulier à plein temps et qui ne gagnent pas assez pour vivre décemment. Grâce au revenu de base, disons que les gens qui gagnent aujourd'hui 3 500 francs, ce n'est pas tout à fait assez pour vivre décemment si on a 2 enfants chez soi, avec le revenu de base, qui pourrait être de 2 000 francs ou de 3 000 francs ou de 2 500 francs, ils sortiraient de cette catégorie et finalement, ça reviendrait à dire que la catégorie des working poor n'existe plus. Ce qui serait pas mal, ça allégerait un petit peu le travail de l'administration. J'ai déjà dit que ça valorisait le travail non rémunéré. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est considérable parce que ça permet à des gens de choisir un travail pour lequel ils ont une vocation, pour lequel ils ont du goût, pour lequel ils ont du talent, dont ils estiment qu'il est utile à la société ou à leur famille ou à leur pays, et ils ont la liberté de le faire parce que leur sécurité matérielle est assurée et qu'ils n'ont pas à considérer de manière prépondérante combien ça va leur rapporter pour le faire. C'est la motivation qui compte, ce n'est plus le salaire. Et puis, ça réduit les écarts entre riches et pauvres, parce qu'évidemment, quand on voudra trouver moyen de financer le revenu de base, on n'ira pas le prendre chez les working poor, mais on ira prendre l'argent où on le trouve.
Et nécessairement, de manière presque mécanique, les gens qui aujourd'hui sont les plus pauvres auront plus à gagner du revenu de base que les gens qui sont les plus riches. Autrement dit, les gens qui sont les plus riches recevront un revenu de base, mais devront, par rapport à ce qu'ils gagnent aujourd'hui, contribuer davantage à l'alimentation du revenu de base et, pour finir, leur revenu au total sera inférieur à ce qu'il est aujourd'hui, parce qu'il faudra bien qu'ils y contribuent. J'espère que vous ne me mettrez pas trop sur le financement parce que c'est très compliqué. Un plus pour la liberté des personnes, ça j'ai dit, le RBI est inconditionnel, donc il n'y a pas besoin de vérifier si les gens le méritent ou pas, ils le reçoivent, c'est mécanique. Il n'y a pratiquement aucune intervention de l'État, sauf de prendre dans la caisse pour donner à qui, à l'habitant qui a le droit d'y avoir, et tous les habitants, dans un cercle qu'il faudra définir, peuvent l'avoir. Permet à chacun de choisir une activité qui lui convient, indépendamment du montant de la rémunération. Ben, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, et j'ai précédé mon propre texte. Et réduit le risque pour la création d'entreprises individuelles. On met ce point en évidence parce que les gens qui, à droite, pensent que ce système est communiste, disent oui, mais alors les gens, au fond, s'ils reçoivent 2500 francs par mois, ils n'auront plus intérêt à rien faire. Et au contraire, dans n'importe quel domaine, le fait d'avoir une sécurité matérielle, ça vous donne la possibilité, la liberté d'entreprendre des choses que vous avez envie d'entreprendre. Alors, évidemment, l'expérience n'ayant pas été faite, je ne sais pas combien de membres de notre société, grâce au revenu de base, profiteraient du temps qui lui est donné pour ne rien faire de toute la journée. Mais j'ai l'impression qu'on s'ennuie assez vite quand on ne fait rien. Je pense que chacun a envie de donner un sens à sa vie, a envie de faire quelque chose avec les gens qu'il connaît. Personnellement, je suis un petit peu dans cette situation, puisque je suis à l'AVS, c'est une sorte de revenu de base, l'AVS. Je n'ai pas besoin de me soucier de ce que va me rapporter financièrement le travail que je fais, mais je le fais parce que j'ai envie de le faire. Je suis en train de vous faire une conférence, ben je peux vous garantir que ça ne me rapportera pas un centime, mais je la fais quand même parce que je trouve que c'est utile. Je fais de la musique, je joue du saxophone, je chante du gospel, ça ne me rapporte pas d'argent. Je le fais pour mon plaisir, pour le plaisir des autres, et pour le plaisir d'avoir un rôle dans cette société. J'aime bien que les gens m'applaudissent, m'écoutent, et puis ensuite, j'aime bien aussi ne pas faire autre chose que de glander toute la journée. On s'embête à glander toute la journée. Et je pars de l'idée que la plupart des gens sont comme ça. Je pars de l'idée que la plupart des gens, des plus jeunes aux plus vieux, préfèrent être utiles, préfèrent rigoler avec les autres, préfèrent faire des travaux gratifiants, plutôt que de ne rien faire du tout. C'est un pari, bien entendu. Mais je crois qu'en Suisse, on n'est pas très mal placé parce qu'en Suisse, on a un peu une religion du travail. Et il ne faudrait pas perdre ça. Voilà. Maintenant, la grande question, c'est comment l'initiative serait appliquée. Eh bien, on ne sait pas. L'initiative pose un principe. Chaque habitant de ce pays reçoit de quoi vivre décemment. Dans les modèles qui ont été étudiés pour se donner un petit peu une idée de ce que ça ferait en Suisse, on est parti des normes de l'aide sociale au niveau suisse, de la conférence suisse des institutions d'aide sociale, qui fixe le minimum vital à quelque chose comme, en moyenne, 2400 et quelques francs par personne. Pour manger, pour avoir le gîte et le couvert, hein, et pour pas devoir devenir clochard. Alors, les calculs qui ont été faits, les évaluations qui ont été faites, les imaginations se sont développées autour de l'idée que chacun recevrait 2500 francs. Chaque Suisse majeur, chaque habitant de la Suisse majeure recevrait 2500 francs. Ces 2500 francs s'ajouteraient à son salaire s'il en a un, ou bien il devrait se contenter de ça s'il n'a aucun salaire. Mais ça ne figure pas dans le texte constitutionnel, c'est juste une hypothèse pour étude. Il reste d'autres questions ouvertes, à supposer que le Parlement accepte l'idée que 2500 francs, ça correspond au mandat constitutionnel. Il faudrait voir si il ne faudrait pas donner un petit peu plus aux Genevois, où la vie est plus chère, et aux Zurichois, et puis un petit peu moins aux Valaisans ou bien aux Jurassiens, parce que là-bas la vie est moins chère, ça crée une espèce d'injustice par rapport aux différences de coût de la vie. Cette question n'est pas réglée. En principe, chez les partisans de l'initiative, on préfère, un peu par mesure de simplification et par mesure symbolique, dire il est partout pareil, et puis ensuite, le marché fait son travail, et les gens qui, à Genève, ne peuvent pas survivre avec ces 2500 francs,
peut-être que ça les conduira à déménager à Delémont, où on vit beaucoup mieux avec 2500 francs, et il produirait un mouvement de population intéressant. Mais cette question n'est pas réglée, et ça fera l'objet de débats politiques à venir. On peut aussi imaginer que le Parlement se dise, oui, bon, 2500 francs pour un adulte qui a charge de famille ou qui a des besoins d'adulte, ok, mais pour les étudiants, il faudrait peut-être un peu moins. Et pour les enfants, il faudrait encore beaucoup moins, parce que les enfants, en fait, comme ils vivent chez leurs parents, ils n'ont pas besoin de 2500 francs par mois. Dans les hypothèses actuelles, tu me corrigeras, Anne, si je dis des bêtises, je crois qu'on est au quart, on est à 650 francs, quelque chose comme ça. Ces 650 francs, c'est plus que les allocations familiales actuelles, donc ça permettrait de supprimer les allocations familiales. Pour les étudiants, ça permettrait, à supposer qu'on dise 1500 francs pour les étudiants, ça permettrait de supprimer complètement tout le système des bourses, qui est injuste et coûteux administrativement, parce qu'il faut prouver qu'on en a besoin. Et de toute façon, aussi bien pour les allocations familiales que pour les bourses, ça serait égal et en général supérieur à ce qui est octroyé actuellement dans ces situations-là. Voilà. Quant au financement, alors ici, c'est un gros débat parce qu'on peut imaginer toutes sortes de modèles. Le financement, on peut le faire un peu par la TVA, un peu en taxant les transactions financières. C'est une idée à laquelle je tiens assez, moi, c'est que, pour reprendre l'idée du robot de tout à l'heure, un ouvrier qui gagne 4000 francs, disons qu'il paye 500 francs d'impôts. Un robot qui rapporte autant que les 4000, qui fait le travail d'ouvrier, il ne paye pas d'impôts. Donc il faut taxer le travail des robots. C'est-à-dire qu'il faut taxer le capital. Il faut taxer l'investissement qui a rendu possible la production et l'activité du robot, de manière à ce que l'assiette fiscale soit préservée, si vous voulez. Mais tout ça, c'est des études à faire. En gros, on peut imaginer que n'importe quel pays, mais en tout cas la Suisse, où il y a beaucoup d'argent, peut financer le revenu de base. Vous avez un produit intérieur brut autour de 600 milliards. Hein, pour financer le besoin de financement du revenu de base, avec les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, il faudrait à peu près le tiers de ce revenu de base, à peu près 200 milliards. Eh ben, c'est possible. C'est possible, une fois que vous avez produit, je prends un exemple tout bête, un parapluie à 15 francs, qui vaut 15 francs, déduction faite de les matières premières, des transports et de la commercialisation. Actuellement, une partie de ces 15 francs sont distribués à l'ouvrier qui a fabriqué le parapluie, qui a fait le boulot, et puis la moitié, j'invente évidemment les proportions parce qu'elles varient selon la moitié va à celui qui a investi, au capital, sous forme de bénéfices, et puis pour les actionnaires sous forme de dividendes, etc. Eh bien, ces 15 francs, qui sont ce que rapporte l'achat, ou plutôt la vente du parapluie, seraient divisés en 3 et non plus en 2. Alors, il y aurait une partie pour financer le revenu de base, une partie pour attribuer le capital et une partie pour payer le travail de l'ouvrier. Ça ne serait pas forcément 5 francs, 5 francs et 5 francs. Je pense que l'ouvrier, si il est proche du revenu minimum, il aurait 7 francs, et puis que le revenu de base en aurait 5, et puis que le capital en aurait 3. Moi, j'aimerais bien aller dans cette direction. Mais il y aurait, dans la redistribution, ou plutôt dans l'attribution du rendement de la production, un nouveau pilier qui serait affecté au financement du revenu de base. Maintenant, le système, que ça passe par la TVA, que ça passe par l'impôt, que ça passe sur une perception directe dans le lieu de production et sur le lieu des transactions financières, c'est à voir. Les experts ont encore pas mal de pain sur la planche et on a le temps d'y réfléchir. Mais en tout cas, la substance économique d'un pays comme la Suisse permet de financer le revenu de base. La méthode, ça donnera des belles discussions politiques. Là, peut-être si vous allez vous abstenir là-bas, vous aurez l'occasion d'assister à des débats intéressants. Le monde politique demandera probablement qu'on maintienne l'acquis du point de vue financier des actuels bénéficiaires de l'aide sociale. Et c'est une garantie qu'il faudra donner, sauf dans les cas où il y a abus, évidemment. Mais avec le RBI, c'est bien, il n'y aura plus d'abus possible, puisqu'il n'y aura plus de contrôle. Le cercle des bénéficiaires, ça sera un autre problème, pas facile à régler, parce qu'évidemment, si le monde entier apprend qu'en habitant la Suisse, on reçoit 2500 francs, on va être envahi encore beaucoup plus qu'aujourd'hui par des tas d'immigrés qui viendront se mettre à l'abri, et puis plus rien ne sera finançable et le pays ne sera plus habitable. Donc il faut que la qualité d'habitant de la Suisse fasse l'objet d'une définition telle que ce phénomène n'arrive pas.
On peut penser à un délai de carence, on peut penser, comme c'est le cas actuellement, et l'appareil existe, à l'exigence d'avoir un permis de travail en Suisse, aussi de manière à éviter qu'il y ait une immigration parasite, si vous voulez, pour le revenu de base. L'idéal, évidemment, ça serait que cette immigration n'ait pas lieu d'être parce que le revenu de base existe partout dans les pays voisins. Et ce n'est pas pour rien qu'au niveau de l'Union européenne, au niveau du Conseil de l'Europe et dans les pays voisins, l'idée de revenu de base travaille aussi un certain nombre de consciences politiques. Et si elle avance en Suisse, cette idée, elle avancera aussi chez nos voisins. Et l'idéal, ça serait, comme l'aimerait Van Parijs, que ça soit un concept européen qui fonctionne dans tous les pays d'Europe. Et je rêve aujourd'hui à ce que serait la situation de la Grèce s'il existait un revenu de base européen. Le problème grec n'existerait pas. Le problème grec est lié au fait qu'actuellement, un certain nombre de gens n'ont plus de quoi vivre décemment et qui sont révoltés par le fait qu'ils sont obligés de tricher, obligés de voler, obligés de mendier pour survivre. Et c'est indigne. Voilà. Je rêve avec quelques années d'avance, malheureusement. J'espère que les Grecs s'en tireront quand même parce qu'ils sont sympas. Mais je me dis, le problème actuel de la Grèce, c'est une incitation à réfléchir au niveau européen aux revenus de base. Et puis, ça éviterait que les Grecs soient tentés d'immigrer illégalement en Suisse pour toucher leurs revenus de base. Voilà. Perspective. Bon, ce n'est pas un phénomène, ce n'est pas un projet isolé, le revenu de base. Ça participe à toute une série de mouvements qui émergent actuellement et qui ont pour origine la crise de l'économie et la crise écologique. Je pense au progrès de l'économie collaborative, des gens qui s'échangent des services sans se faire payer. Les informaticiens connaissent très bien le phénomène open source, qui est génial de ce point de vue-là. J'écris un programme, je le donne à tout le monde, je le donne à tout le monde en espérant que des collègues informaticiens, n'importe où dans le monde, l'améliorent, travaillent dessus, et que le bénéfice de ce travail, je puisse le récupérer ensuite parce que le code resterait ouvert. Et c'est de la collaboration informelle via Internet qui ne coûte rien à personne, sinon le temps que les gens qui créent le programme y consacrent. L'exigence de durabilité, je ne vais pas faire une dissertation sur le développement durable, mais l'exigence de durabilité, c'est le problème écologique numéro un. On le connaît depuis le sommet de Rio. On va en reparler à Paris cette année. Il faut que cette planète continue à être un lieu accueillant pour l'espèce humaine. Et pour ça, il faut qu'on arrête de gaspiller les ressources et de détruire l'environnement. Et ça a une influence assez forte sur l'évolution des consciences. Là. Moi, j'écoute la radio le matin volontiers. Et il n'y a pas un matin où il n'y a pas une émission sur les limites de la croissance, sur la nécessité de cesser le gaspillage, peut-être d'aller un petit peu moins en voiture, d'arrêter de polluer l'environnement. Je veux dire, ça travaille les consciences, ça travaille aussi la société, je pense, en profondeur. Et dans les écoles, maintenant, contrairement à ce que j'ai connu quand j'y étais, il y a des évidences sur la manière de se comporter pour éviter d'abîmer la nature. Il y a aussi le retour au commerce local. Ça, c'est une réaction qu'on trouve un peu partout en France, en Suisse, et aussi dans les pays qui subissent de plein fouet les effets désastreux des rationalisations et des économies d'échelle qu'on a voulu mettre en place avec des raisonnements un peu simplistes, pas seulement dans l'industrie, mais probablement aussi, plus gravement encore, dans l'agriculture. Et on voit, moi je travaille à Coop, au début, quand on faisait du commerce local et du bio, on a fait 1%, 2%, maintenant on est à 10%, 12%, 15% des ventes, et ce mouvement continue à augmenter. Vous avez en photo ici une image d'un stand de légumes bio à la Palue. Ah oui, j'ai mis des chiffres. 793 millions de francs pour les produits bio en 2000, 3 fois plus en 2014. Ça a triplé en 15 ans et je pense que ça va continuer. C'était un marché de niche et maintenant ça devient un phénomène qui augmente. Et plus les gens seront sensibles aux menaces qui pèsent sur le système et sur la qualité de leur vie, et plus ce phénomène va s'amplifier. Le retour au commerce local. Et puis on espère, on aime bien aussi... même si on n'est pas fanatique du bio, même si on s'en fout un peu parce qu'on trouve qu'une tomate bio a le même goût à peu près qu'une tomate qui ne l'est pas,
Ce n'est pas mon avis, mais il y a des gens qui trouvent que c'est du pareil au même. Chacun ses goûts. Le fait de favoriser un paysan qui habite près de chez soi, plutôt que de favoriser une chaîne qui a fait travailler des paysans à l'autre bout du monde dans des conditions qu'on connaît, ça commence à marcher. Ça commence à fonctionner et il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Et ce n'est pas un problème économique, c'est un problème culturel, c'est un problème de conscience. Et si notre monde peut changer, c'est parce que dans autant de conscience individuelle qu'il faut, ces problèmes seront pris au sérieux. Et c'est comme ça qu'on arrive à des bouleversements politiques. On ne travaille pas au niveau des structures, on travaille au niveau des consciences. Et une fois que les... Oui, j'ai tout de suite terminé. L'indignation, vous connaissez, c'est le fait qu'on ne supporte plus les écarts et les injustices énormes qui existent dans le monde, le besoin de convivialité. Je ne vous fais pas un dessin. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'il n'y a pas de fatalité de ce système et que le RBI est une des réponses au défi de la fin de la croissance. La fin de la croissance économique, la fin en tout cas de la croissance de l'utilisation des ressources non renouvelables de la planète et de la crise écologique. Et l'image que je vous mets là, à droite, c'est l'effet de l'évaporation de la sécheresse sur un lac en Californie. La photo où on voit de l'eau, c'était en 2011. La photo où on ne voit pas d'eau, c'est 2014. C'est l'un des résultats du réchauffement climatique actuel. Et c'est avec des images comme ça qu'on se rend compte que ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Ce n'est pas juste un problème d'assurance sociale, ce n'est pas juste un problème d'organisation de l'économie, ce n'est pas juste un problème de marché, c'est un problème global de l'humanité. Et nous en faisons partie. Merci beaucoup. Alors, les questions? Question. Ouais. Alors, je vais vers toi. Bonsoir. Alors, on a parlé des expériences qui ont été faites dans les années 70 aux États-Unis et au Canada. Et je voulais savoir qu'est-ce qu'ils avaient fait des résultats, en fait. Parce que je pense qu'ils ont eu donc une analyse et puis des résultats. Et qu'est-ce qu'ils ont tiré comme conclusion? Et est-ce qu'il y a une suite à ces résultats? Alors, il y a des conclusions qui ont été faites sur ces expériences. Moi, j'aurais bien aimé que ça continue, mais les expériences tendaient à obtenir un rapport sur les effets du système pour qu'on voit ensuite si ça pouvait être généralisé à l'échelle d'un État ou à l'échelle des États-Unis tout entier ou du Canada tout entier. Alors, les expériences, pour ce que j'ai lu des rapports, donnent des résultats positifs, dans le sens où il y a une diminution de la criminalité, une amélioration générale de la santé, un meilleur équilibre des familles, une légère augmentation des divorces. Liée au fait que tout à coup, le RBI rend les femmes financièrement autonomes. Donc les femmes qui ne pouvaient pas divorcer, même si elles ne pouvaient plus voir leur mari en peinture, elles ne le faisaient pas parce qu'elles dépendaient financièrement de leur mari. Voilà un des effets. Et puis disons, les effets sont généralement positifs. Le gros problème, c'est le financement. Et tant que vous n'arrivez pas à avoir un consensus politique au niveau voulu pour financer ce genre de choses, vous ne le faites pas. Il suffit qu'une majorité politique change. Et vous savez qu'aux États-Unis, malheureusement, le balancier entre démocrates et républicains est assez rapide. Donc il suffit qu'une expérience ait été menée par une administration démocrate pour que les républicains qui viennent après s'empressent de la mettre dans un tiroir. Donc malheureusement, ces expériences n'ont pas eu de suite pour l'instant, mais les rapports existent. Ces expériences ont été faites et suivies de manière scientifique. Les rapports sont en anglais, mais ça veut quand même dire quelque chose. Pas ces résultats sont semblables à ceux qu'on a pu, dans les grandes lignes, qu'on a pu observer en Namibie, qu'on a pu observer en Inde, qu'on a pu observer au Brésil aussi. Et toutes ces expériences localisées montrent un peu les mêmes tendances. Alors, si en Suisse, on arrivait à gagner l'initiative et à faire une expérience en grandeur réelle sur l'ensemble du pays, je pense que ça serait extraordinaire parce que c'est une expérience qui, évidemment, déclencherait alors en onde de choc, au niveau européen, en tout cas, des conséquences. Je rêve un peu, mais voilà, les utopies, c'est comme ça. C'est pas absolument sûr qu'on gagne l'initiative. On va voter l'année prochaine. C'est pas absolument sûr qu'on gagne, mais du moment que l'idée est juste, il faut la défendre. Et si elle est juste, elle finira par obtenir une majorité. Peut-être pas du premier coup. Et de toute façon, quand on fait de la politique, je me tourne à mes amis critiques, quand on fait de la politique, on ne défend pas forcément des causes où on est sûr de gagner du premier coup, mais on les défend parce qu'on croit qu'elles sont justes.
Une question ici encore. Alors, si on considère que la sécurité sociale, c'est l'ancêtre du revenu de base, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, premièrement, est-ce que, enfin, il me semble qu'elle a été associée d'une création monétaire. Et pourquoi ça ne serait pas possible pour le revenu de base de faire une création monétaire? La création monétaire, ça serait une manière probablement de financer, en tout cas partiellement, le revenu de base. On pourrait très bien, pour autant que la Banque nationale ait le monopole de la création monétaire, c'est pour ça que nous, on trouve plutôt sympathique votre initiative. On pourrait très bien dire à la Banque nationale, tu vas nous faire tourner la planche à billets pour contribuer à une partie du revenu de base. Mais il faut être, vous savez, il faut être prudent avec la planche à billets. Si on y va trop fort, on crée de l'inflation, ça fait monter les prix et puis ensuite le résultat est nul. Mais c'est clair que cette possibilité, en tout cas partiellement, existe et il faudrait qu'elle soit exploitée. Mais encore une fois, elle ne pourrait pas être exploitée dans le système actuel. Ça ne peut pas être de la monnaie scripturale. Plus la monnaie est en rapport avec une valeur économique réelle, c'est-à-dire avec un produit utilisable, que ce soit une voiture ou une carotte, mieux ça vaut. Sinon, on triche. Alors, le revenu de base constitue un changement de paradigme. Ce n'est pas seulement répondre à des besoins, c'est un changement psychanalytique de l'espèce humaine. On passe de la civilisation du contrat à la civilisation du don. D'accord. Je continue. D'accord. Et ceci est intimement lié avec l'initiative monnaie pleine. Parce que dans le système monétaire actuel, la monnaie est créée par le crédit ex nihilo. D'accord ? Donc, elle est créée, la monnaie qui est injectée dans l'économie générale doit être rendue par ceux qui en ont profité. D'accord, voilà. Or, dans le projet Initiative Monnaie Pleine, je m'excuse, je te marche sur les pieds là, on passe au don de monnaie. Donc, ces deux concepts sont étroitement liés. Ils correspondent à vraiment ce que j'ai appelé moi un changement psychanalytique. C'est très important. Maintenant, je veux venir sur la cause sociale, la solidarité. Pour moi, le revenu de base ne doit pas se substituer à la fraternité. Parce que justement, s'il se substitue à la fraternité, il n'est plus ce changement de paradigme. Bon, écoutez, les gens en feront ce qu'ils veulent. Ils recevront leur revenu de base. Moi, je vois moins ça en termes psychanalytiques, mais vous voulez peut-être parler de la psychologie des profondeurs, et c'est vrai que c'est culturellement un changement important, mais un changement qui correspond aux valeurs qui existent déjà dans notre culture. Le droit de vivre. Hein. Et ce n'est pas un don, c'est un droit que chaque personne possède du simple fait qu'elle vit. C'est le moyen de vivre. Alors, vous recevez un corps, vous recevez avec des yeux qui fonctionnent, avec des bras qui fonctionnent, etc. Et vous recevez de quoi vous nourrir et de quoi vous couvrir. Dans des civilisations très anciennes, tout était donné par la nature, il n'y a pas de monnaie. Maintenant, on a toute une série d'actes de notre vie et d'exigences de qualité de notre vie qui sont liés aux besoins d'argent. Et alors, on pourrait dire que c'est la société qui vous donne ça. Bon. Mais je ne pense pas que ça sera pris pour un don, parce qu'en fait, quand vous recevez quelque chose, il faut encore dire merci. La fraternité, c'est autre chose. Ce n'est pas un don, c'est un droit. Pas. D'accord. Bon. Ouais, je prie don pour cadeau. Peu importe. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne crois pas qu'il faille vraiment une révolution culturelle. On change de paradigme, on abandonne ce qui a rendu extrêmement critique la situation actuelle, c'est-à-dire l'exacerbation de la concurrence de tous contre chacun et l'inverse, l'exacerbation de l'individualisme, de l'égoïsme individualiste. Ça, on doit un petit peu oublier parce qu'on voit que ça ne nous mène nulle part. Simplement, ça sera moins prestigieux d'être très riche, d'avoir un beau yacht, etc. Ça sera plutôt mal vu. Puis les gens qui auront un beau yacht, ils n'auront plus envie de l'avoir parce qu'ils ne seront plus considérés comme des gens bien. Ça, c'est un gros changement de paradigme. Mais nous avons dans notre culture, je pense au calvinisme, puisque je suis protestant de formation, les calvinistes, à la grande époque du début de la Banque de Genève, ne montraient pas qu'ils étaient riches. Ils vivaient modestement.
Et c'était mal vu d'avoir des signes extérieurs de richesse. Eh bien, on en reviendra peut-être à ça. L'argent devait être réinvesti dans des causes utiles. Et on n'a pas besoin d'inventer ça. Je veux dire, c'est déjà... La plupart des gens sont déjà prêts à accepter ça. Ils ne sont pas mus seulement par la haine des riches ou par le dégoût des injustices. Ils sont mus aussi par le fait que, à partir d'une certaine aisance, à partir d'un certain pouvoir d'achat, on gagne, où on est bien, où on peut se payer le cinéma qu'on veut, où on est à l'aise, où on a assez à manger, où on vit bien. On s'aperçoit que si on gagne plus et qu'on acquiert toujours plus, d'abord on devient esclave et qu'on veut toujours plus, et puis on n'est pas plus heureux. Alors toutes les enquêtes qui ont été faites aux États-Unis sur ce sujet montrent que les gens très riches ne sont pas plus heureux que les gens qui sont moyennement riches, qui ont juste le bon standard de vie, quoi. Donc, bon, c'est des modes qui vont passer, ça peut changer comme une mode, ça va peut-être prendre une génération, mais c'est nécessaire. Sinon, ça sera des révolutions, ça sera des émeutes, ça sera des famines, ça sera des guerres. On a encore une question ici, peut-être on va passer à la suite parce qu'on est déjà bien en retard maintenant. On aura l'occasion, après les conférences, de discuter entre nous de tout ça encore. Moi, j'ai une question. Je me suis renseigné aussi de mon côté sur le revenu inconditionnel de base et j'ai vu en fait que tous les intellectuels, qu'ils soient économistes ou non, qui étaient contre le revenu de base inconditionnel, partaient du principe que le revenu de base serait insuffisant pour permettre aux citoyens de vivre. Et moi, j'aimerais justement savoir quelle importance vous mettez en fait sur cet aspect-là, sur l'importance qu'il faut qu'il soit suffisant pour mener une existence décente sans travailler, et quels seraient en fait justement les risques liés à un revenu de base inconditionnel qui serait trop faible. Bon, le texte constitutionnel est parfaitement clair. Il doit être suffisant pour mener une vie digne. Donc, il faut avoir un toit, pas forcément dans un immeuble de luxe, et pas forcément manger du filet de bœuf tous les jours, mais je veux dire, il y a des normes, et ça peut être défini par la loi. Il y a des normes sociales qui existent aujourd'hui. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, en Suisse, les conditions matérielles du revenu de base sont pratiquement garanties dans le fait que une personne malade est soignée, une personne qui a faim est nourrie, il y a les soupes populaires, si vous voulez. On ne laisse personne complètement sur le bord de la route. Simplement, le système il est injuste, le système suscite des fraudes, le système est bureaucratiquement très lourd, et le système est humiliant pour les gens. Mais les moyens financiers, on les a. Maintenant, en Finlande, le projet qui vient d'être lancé par un gouvernement de centre droit pour études fixe à 1 000 € par mois. Apparemment, en Finlande, la vie doit être un petit peu moins chère chez nous. Ça devrait suffire, 1 000 €. Nous, on a plutôt visé 2 500 francs parce que c'est ce qui correspond aux normes sociales reconnues par les conférences intercantonales. Maintenant, on peut vivre avec moins, on peut vivre avec plus. Mais une famille, si vous prenez une famille avec 3 enfants, et un père et une mère, ça fait 2 500 francs la femme. 2 500 francs le mari, plus 600 balles par gamin. Normalement, vous payez un 5 pièces et puis de quoi manger, même prendre des vacances avec ça. Il me semble que c'est suffisant, mais on va laisser le Parlement étudier la chose. Maintenant, si l'économie évolue dans le sens que je souhaite, c'est-à-dire que la croissance s'arrête, que les échanges non monétaires se généralisent, les échanges de services, on ne se fait pas payer, les open source. Peut-être qu'on n'aura plus besoin d'indexer parce qu'il n'y aura plus d'inflation, parce qu'il n'y aura plus d'augmentation du coût de la vie, et parce qu'un certain nombre de choses qui doivent aujourd'hui s'acheter, demain se donneront ou s'échangeront gratuitement. Mais je ne suis pas prophète, je peux juste rêver. Alors, merci beaucoup. Laurent, on va passer à la suite maintenant.